Bienvenue dans le Griot Digital, le podcast où tradition et innovation se rencontrent pour décrypter les tendances du numérique en Afrique et au-delà. Je suis Maïmouna Diallo et aujourd'hui, nous allons plonger dans un sujet aussi fascinant que controversé. L'intelligence artificielle, une alternative à l'intelligence humaine? Comme vous le savez déjà, l'IA est partout. Elle transforme nos façons de travailler, de créer et de penser. Mais jusqu'où peut-elle aller? Peut-elle réellement remplacer l'ingéniosité, la créativité et l'émotion humaine? Ou bien n'est-elle qu'un outil qui nous permet d'amplifier nos performances? Pour répondre à ces questions, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui un invité exceptionnel. Mesdames et messieurs, j'ai l'honneur de recevoir aujourd'hui un véritable pilier de la communication digitale en Guinée. Un homme dont la voix porte et dont les idées résonnent bien au-delà que dans les écrans. Il rassemble une large communauté sur les réseaux sociaux, inspire et forme des milliers de personnes à travers ses contenus percutants. Spécialiste des médias et de la communication, formateur en marketing digital et créateur de contenu, il a collaboré avec des organisations majeures comme Enabel et le Programme des Nations Unies pour le développement. Son parcours est la preuve qu'avec de la passion et de la détermination, on peut impacter le monde. Préparez-vous à une conversation qui va remettre en question ce que vous savez déjà de l'intelligence artificielle. Aidez-moi donc à accueillir Ousmane Bangoura. Bienvenue parmi nous aujourd'hui. C'est un réel plaisir de t'accueillir dans nos nouveaux locaux de Nimba Hub. Donc, nous allons sans tarder commencer à procéder. Ma première question, vraiment, elle va être, imagine tout simplement que je n'ai jamais utilisé de l'intelligence artificielle, que je n'ai jamais eu à utiliser, que ce soit ChatGPT ou bien Imagine AI, tout ça. Donc, imagine cela et explique-moi, c'est quoi vraiment l'intelligence artificielle? C'est quoi l'intelligence artificielle? Merci beaucoup, madame. Je suis très content de partager ces instants avec vous sur une question aussi intéressante que sensible, dans la mesure où le fait même de prononcer le mot intelligence artificielle, ça suscite de l'émoi chez plus d'un. Alors, pour quelqu'un qui n'a jamais côtoyé l'univers de l'intelligence artificielle, comment lui expliquer c'est quoi véritablement l'intelligence artificielle? Le travail va être un peu compliqué si on ne commence pas d'abord par comprendre c'est quoi l'intelligence. Parce que l'intelligence, c'est un mot auquel on a ajouté artificiel. Mais c'est quoi cette intelligence à la base? D'abord, l'intelligence, de façon très basique, c'est la faculté qu'a un être de comprendre logiquement les phénomènes qui l'entourent. Alors, c'est ça, si ceci peut être l'intelligence, ça veut dire que ce domaine-là est réservé à ce qu'on appelle aux êtres humains. C'est ce qui nous différencie peut-être des autres êtres, des autres animaux, comme la faculté mémorielle, la faculté de reconnaissance de son environnement, la faculté de prendre des décisions, la faculté d'analyser. Donc, l'ensemble de tous ces éléments-là compose ce qu'on appelle l'intelligence. Et si cette intelligence est du ressort de l'humain, à un moment donné de sa vie, l'humain s'est dit, mais je suis le seul qui suis habilité à lire les phénomènes de la nature, à les analyser, à proposer des solutions. Parfois, ça me prend du temps. Parfois, je pars très vite. Pourquoi ne pas penser à quelque chose qui n'existe pas encore pour que je puisse me faciliter la tâche de tous les jours, les tâches répétitives de tous les jours, de réflexion, d'analyse, de création, d'invention. C'est des jours en ce sens que l'humain a commencé à mettre en place des machines. Cette fois-ci, ces machines-là ont pour objectif d'avoir à peu près les mêmes perceptions de l'humain sur les phénomènes qui nous entourent. C'est-à-dire des machines dotées d'une autonomie de penser, d'analyser des données et de fournir les résultats comme si c'était un humain. Donc, pour quelqu'un qui n'a pas encore côtoyé l'univers de l'intelligence artificielle, c'est de telle manière qu'on pourra lui expliquer c'est quoi véritablement une intelligence artificielle. Pour me résumer, l'intelligence artificielle, c'est le stade poussé de l'intelligence humaine où l'homme a voulu faire en sorte que sa machine, son outil de travail,
puisse aussi, comme lui, réfléchir, reconnaître les sons, reconnaître les images, lire dans les données fournies et tirer une conclusion, en quelque sorte. Merci beaucoup. Par contre, juste avant le début du podcast, on était tombés d'accord pour se tutoyer. Oui, bien sûr, bien sûr. On va se tutoyer. Je préfère d'ailleurs ça que Comme ça, ouais. Alors, donc, ma seconde question, vraiment, toujours pour accentuer cet aspect de définition-là, selon toi, est-ce que ces deux intelligences, ces deux modèles d'intelligence, est-ce qu'il y a une différence? En quoi est-ce qu'elles se distinguent, ces deux modèles-là? L'intelligence humaine et l'intelligence La artificielle. différence entre l'intelligence humaine et l'intelligence artificielle, d'abord, la première différence, c'est à quel niveau? Parce que pour mieux expliquer la différence entre deux éléments, il faut trouver d'abord les points de concordance et les points de divergence. Alors, l'humain, face à une situation donnée, grâce à son intelligence, peut très vite voir à travers ses sens, ses organes de sens, c'est-à-dire les yeux. Je vais parler en langage très basique. L'homme voit avec les yeux, il sent avec la peau, il sent l'odeur avec l'odorat, il fait ceci, il fait ceci. Donc, si devant une situation, l'homme interpelle sa conscience pour analyser des phénomènes de la nature qui l'intéressent, qui l'entourent, pour dire voici ça, voici à quoi ressemble, voici ces phénomènes, voici leurs explications, voici leurs compléments. Donc, il y a une explication logique par rapport à ça. Et cette intelligence, elle est naturelle. Pourquoi on dit tout court intelligence humaine? Parce que on peut dire que pour les plus religieux, pour les plus croyants, on peut dire que c'est l'intelligence humaine. L'intelligence humaine, c'est l'intelligence créée par Dieu. Alors que l'intelligence artificielle, c'est l'intelligence créée par des humains. Alors, la première différence, c'est quoi? C'est que l'être humain est fait pour s'adapter à n'importe quel environnement et de façon très instantanée. Par exemple, lorsque je viens ici, on me présente tout de suite, voici Madame telle. Tout de suite, j'essaye en moi de capter quelques éléments distinctifs sur vous, sur votre personne. Les visages, les yeux, le mode vestimentaire, la façon d'être. D'accord, ce qui me permettra dans le futur de vous rencontrer dans la rue 5 ans plus tard. Je dis, ah, c'est Madame Lee. On a fait cette émission tel jour. Voici tous les environnements qui m'entourent. Donc, le fait de vous revoir plus tard et vous reconnaître, ça c'est une sorte d'intelligence qui est là déjà. Donc, ça c'est une intelligence qui est là. Alors, est-ce que ce sera la même chose chez l'intelligence artificielle? On me dira oui, à condition que vous entraînez l'intelligence artificielle. Alors, l'humain, la première différence se trouve où? C'est le fait que l'humain peut s'adapter à n'importe quelle circonstance. Tandis que l'intelligence artificielle ne prend pas d'initiative, ne prend pas de nouvelles initiatives. Parce que l'intelligence artificielle vit des données qui sont créées par l'intelligence humaine. Les données, ça veut dire toutes les informations qui permettent d'identifier les éléments numériques. Ça peut être les textes que nous écrivons tous les jours sur les médias sociaux, les articles que nous publions sur les sites web, les fichiers que nous stockons dans nos drives, les photos que nous prenons, les vidéos que nous partageons. Donc, l'ensemble de tous ces éléments-là sont appelés les données. Et une fois que ces données-là sont stockées dans une banque d'images qu'on appelle Big Data aujourd'hui, c'est dans ça que l'intelligence artificielle apprend à prendre des décisions. Donc, quand on pose par exemple une question à ChatGPT, parce que c'est l'intelligence artificielle quand même la plus connue, qu'est-ce qu'elle fait avant de vous donner une réponse? Avec une vitesse incroyable, il faut que ChatGPT fouille ces données dans cette base de données, dans les articles en ligne, dans les données stockées pour à peu près vous donner quelque chose qui vous ressemble. Donc, mais il n'a pas l'autonomie. Bien sûr, il y a des deep learning, ils peuvent apprendre au fur et à mesure, mais la différence fondamentale, c'est l'aspect émotif et émotionnel de la chose, parce que les intelligences artificielles ne peuvent pas ressentir des émotions. Les intelligences artificielles peuvent comprendre le contexte, mais ne peuvent pas pousser une analyse pour prendre une décision, résoudre par exemple une énigme juridique par exemple, faire des interprétations juridiques, prendre des décisions qui interpellent un peu la morale, un peu l'éthique. Donc, voici en quelque sorte les limites de l'intelligence artificielle. Ça, il y a un élément
très intéressant que tu as évoqué tout à l'heure, c'est l'aspect quand tu faisais le détail du processus que tu vas faire pour me reconnaître après. Donc, j'aimerais bien qu'on revienne un peu sur ça. Est-ce que tu ne trouves pas que dans ce processus-là, il y a quelque chose d'algorithmique? C'est-à-dire, parce qu'en vrai, l'intelligence artificielle, peut-être aujourd'hui, vu que là, on a pris l'exemple de manière spécifique sur l'IA générative, il y en a plusieurs Oui, bien qui sûr. sont beaucoup plus performants, mais peut-être qu'aujourd'hui, c'est un peu limité sur ça. Mais vu qu'il y a cette capacité d'apprendre, ce matin, j'ai vu un truc comme ça, c'était super intéressant dans le sens où on disait que lorsqu'on apprend à l'intelligence artificielle un petit détail, une action qu'elle arrive à exécuter, ce qui se passe, c'est que c'est comme quand on apprend à un enfant quelque chose. Oui. Et sauf que la différence entre cet enfant-là qui va faire de l'intelligence humaine, la différence, c'est que cet enfant-là, il va avoir tendance à utiliser, ce qui va se faire, c'est qu'il va créer une connexion neuronale. Et cette connexion neuronale-là, ça va faire en sorte que cette action-là, il va pouvoir la répéter plusieurs fois après. Il a compris cela. Tout à fait. Justement, sauf que cet enfant-là, sur tout ce qu'on va lui apprendre, c'est des connexions neuronales qui se font encore et encore et encore. Oui. Sauf qu'aujourd'hui, à ce jour-là, comme tu l'as expliqué, l'intelligence artificielle, ce qu'elle va faire, c'est juste, on lui a appris une chose, donc elle a cette connexion neuronale. Moi, la question que je me pose, c'est vraiment, le jour où il y aura cette capacité à pouvoir créer, à faire en sorte une synergie de toutes ces connexions neuronales qu'ils ont créées avec les différentes fonctionnalités qu'ils ont appris à l'intelligence artificielle, est-ce que là, il n'y aura pas une différence catégorique avec l'être humain? C'est-à-dire là où les gens se posent la question, où ils ont peur que l'intelligence nous remplace de demain, de manière à ce qu'elle soit vraiment libre et complètement autonome par rapport à nous, et qu'elle peut même avoir ses propres intérêts qui sont complètement différents aux nôtres. Parce qu'en vrai, ce qu'il est en train de faire, il apprend comme un enfant pour l'instant, d'accord? Mais qui sait, peut-être même pas que dans 2 ans, ils vont pouvoir faire une multitude de connexions neuronales, d'apprentissage qui vont pouvoir centrer sur un seul générateur, sur une seule intelligence artificielle. Et là, qu'est-ce qui peut se passer selon vous? Alors, c'est une très bonne remarque, mais je pense que d'abord, il faut d'abord commencer par inverser le narratif, opposer l'intelligence humaine à l'intelligence artificielle. C'est là il faut d'abord commencer par arrêter, parce que l'intelligence artificielle n'est que le stade avancé de l'intelligence humaine, n'est-ce pas? L'intelligence artificielle n'est que le fruit de l'intelligence humaine. Et l'intelligence artificielle vit de quoi? Vit des données produites par l'intelligence humaine. Ça, c'est le premier point. Donc, je comprends que l'intelligence artificielle aussi puisse continuer à apprendre par expérience. Par exemple, vous posez une question à ChatGPT, il va tenter de vous donner des réponses. Si elle n'est pas satisfaite, vous-même, vous pouvez lui entraîner à faire à travers des réponses. Prochainement, si vous lui posez la même question, il va donner la réponse à peu près ce que vous lui avez donné. Donc, ils apprennent aussi par expérience. Donc, alors, qu'est-ce que cela représente dans le cadre de travail de l'humain? Alors, les intelligences artificielles, il faut comprendre d'abord, bien sûr, c'était bien de préciser cela, il y a l'intelligence artificielle générative, parce qu'il faut, c'est un peu, c'est ça, sinon, il y a d'autres volets. Aujourd'hui, ce n'est pas aujourd'hui qu'on commence à parler de l'intelligence artificielle, c'est quand on a commencé, c'est quand en 2000, vers fin 2022, ChatGPT est sorti, que ça a pris beaucoup plus de cartons. Mais cela n'empêche pas. L'outil l'IA, quelle que soit sa forme la plus avancée, l'intelligence artificielle reste un outil. Donc, il n'y a pas d'opposition possible en quelque sorte. Ce qui est possible, c'est la complémentarité. Parce que l'IA, c'est au service de l'humain, n'est-ce pas? Donc, l'intelligence artificielle n'est pas venue pour remplacer l'humain, mais pour accompagner l'humain dans ses tâches répétitives. Et il faut aussi noter les champs d'action qui sont limités de l'intelligence artificielle générative. Parce que, par exemple, l'IA ne peut pas prendre d'action dans la vie réelle. Nous sommes en train d'enregistrer une vidéo. L'IA n'est pas derrière la caméra pour faire des réglages, pour ajuster, pour voir, voici la luminosité, voici la vitesse d'obturation, voici l'ISO, voici le niveau de son qui est en train de se capter. Bien sûr, ils peuvent en penser dans le futur. Mais pour le moment, l'IA s'attaque aux tâches répétitives. Mais tout ce qui est lié aux travaux manuels,
C'est vrai, les humains qui travaillent dans les métiers manuels, ils peuvent utiliser l'intelligence artificielle, mais jamais l'intelligence artificielle ne va les remplacer. Donc il faut déjà enlever cette psychose qui est en train de se généraliser et décrire l'intelligence artificielle comme un outil au service de l'intelligence humaine et non un outil qui va un jour prendre son indépendance entre griffes, qui va se démocratiser, qui va dire écoutez les humains, vous avez votre intérêt, j'ai mon intérêt. Parce que l'intelligence artificielle n'est forte que des données. Et qui crée ces données-là? C'est bien sûr les humains. D'accord. Après, je trouve ça très optimiste par contre. Bon, Ça fait en diverger. fait, le narratif est très important parce que quand on ne change pas le narratif, ça va faire peur aux gens. L'intelligence artificielle, on imagine un jour un robot qui va prendre sa décision pour dire écoutez, vous m'avez beaucoup utilisé, je suis fatigué, je vais aller créer ma vie ailleurs, je vais faire ceci, je vais faire cela. Mais jamais cela ne va arriver. Il faut voir l'intelligence artificielle comme l'intelligence humaine à un stade beaucoup plus avancé. C'est-à-dire que l'être humain est tellement intelligent qu'il est arrivé à créer une machine aussi qui fait à peu près comme lui. Mais l'IA n'est même pas à 1,0% de l'intelligence humaine. Alors, après moi, là où je suis vraiment pessimiste par rapport à cela, c'est dans le sens où je me dis que plus tard, plus il y aura des avancées dans tout ce qu'on fait, il y a un schéma algorithmique derrière. Et quand on arrive à le comprendre directement, il peut se passer un shift. Donc, cette intelligence artificielle, elle apprend comme l'enfant. Elle est en train d'apprendre comme l'enfant. Et là, si on prend l'exemple, par exemple, avant, là où il y a, moi je pense qu'il y aura un décalage peut-être. L'intelligence artificielle, c'est une intelligence super. Là, elle est déjà super intelligente par rapport à l'humain moyen. Cet être humain gouverné, d'accord, qui n'a pas toutes ses connaissances à sa portée. Donc, ce que ChatGPT a à sa portée. Aujourd'hui, ChatGPT, par exemple, seulement est intelligent que beaucoup d'êtres humains. On est d'accord sur ça? Non, non, pas du tout. Bah, Là, il faut nuancer. Là, donc, vous êtes en train de... En fait, quand on dit l'intelligence, j'ai commencé par ça. L'intelligence, il y a plusieurs types d'intelligence. D'accord? Il y a l'intelligence émotionnelle. D'accord? Il y a l'intelligence artistique. Il y a l'intelligence mathématico-linguistique. Et justement, c'est cette dernière, l'intelligence mathématico-linguistique, qui est valorisée par nos écoles, par exemple. Est intelligent, la personne qui sait faire des calculs, la personne qui sait vite apprendre, la personne qui sait rédiger, la personne qui sait bien raisonner, est intelligent au sens de notre... donc, c'est un type d'intelligence parmi tant d'autres que l'école a valorisé. Alors qu'au-delà de l'intelligence mathématico-linguistique, c'est-à-dire tout ce qui est lié au calcul logique, tout ce qui est lié au raisonnement, tout ce qui est lié, c'est casse toute intelligence, par exemple, intelligence émotionnelle. Alors, comment, par exemple, une machine qui est dotée de ChatGPT peut éviter, par exemple, des obstacles liés à la sensation que la peau peut alerter? Non, on ne peut pas dire que sur aucun cas, cette intelligence ne peut pas. Par exemple, comment un bébé qui est en train de ramper tout de suite, quand il veut se rapprocher du feu, il va sentir, n'est-ce pas? Donc, n'est-ce pas? Il va sentir les vapeurs, il va sentir le feu et il va s'éloigner. Mais une machine qui est remplie de ChatGPT ne pourra pas le faire parce que tout simplement, la machine ne peut pas reconnaître cette type d'intelligence. Donc, si dans le développement des applications de l'intelligence artificielle, on met en valeur beaucoup plus l'intelligence mathématico-linguistique, c'est juste un petit pan parmi des milliers de pans que lui-même peut résoudre comme problème. Donc, il ne faudra pas que l'on résume l'intelligence artificielle, l'intelligence de façon générale à la capacité de calculer, à la capacité d'apprendre des langues, à la capacité de communiquer. Que direz-vous d'un enfant qui est à l'école, qui ne comprend rien en mathématiques, qui ne comprend rien en français, qui ne comprend rien en anglais, mais cet enfant brille aujourd'hui dans la danse. C'est une forme d'intelligence. Cet enfant, il brille dans la conception, dans la création artistique, dans la peinture. C'est aussi une forme d'intelligence, n'est-ce pas? Donc, il ne faudrait pas que l'on juge toutes les intelligences par rapport à une seule intelligence, n'est-ce pas? Donc, il faut qu'on soit d'accord. C'est en ce niveau qu'on ne peut pas dire que l'intelligence artificielle va
est plus intelligent que l'humain moyen, c'est grave, madame. C'est Pas pas... accepter ça. Vous pouvez ne pas l'accepter, mais moi je pense que ça, c'est un... bon, Non. après ça, c'est des avis personnels, mais très sérieusement, je pense que dans tout ce qu'on fait, il y a quelque chose il y a un process derrière. Et l'intelligence artificielle, elle apprend des process. Et après, avec ça, ça lui permet Quand même, de répéter, pour ne de pas, faire des... pour ne Mais on ne va pas gérer sur cet Oui, aspect-là. il faut, je prends très au sérieux votre question. Si un jour l'intelligence artificielle ne va pas déjà à peine lancée, je sais, il y a beaucoup d'emplois qui sont menacés. Il y a beaucoup d'humains qui sont. Par exemple, quand je prends l'intelligence artificielle appliquée dans le domaine de la communication, aujourd'hui, dans le temps, l'une des compétences les plus attendues des humains, c'était quoi? La capacité rédactionnelle. N'est-ce pas? C'est un élément phare pour pouvoir recruter quelqu'un qui veut postuler à un poste de communication. Mais toujours une capacité rédactionnelle irréprochable aujourd'hui. Mais aujourd'hui, on ne peut plus se limiter à ça. Parce que l'IA peut faire à la place, n'est-ce pas? L'intelligence artificielle peut générer des textes, n'est-ce pas? Plus, où il n'y a pas de fautes, il y a pas de, il y a des constructions grammaticales correctes, n'est-ce pas, à la place d'une personne. Mais à quel moment l'humain intervient? Parce que l'intelligence artificielle n'a pas de subtilité, ne fait pas le discernement. D'accord? Elle s'aligne, elle s'arrange à se cadrer selon la question que vous avez posée. Donc c'est ça. C'est en ce sens qu'il faut parler peut-être d'un métier qui va être beaucoup plus en vogue, c'est-à-dire l'ingénierie des prompts, c'est des prompts ingénieurs, comme les diront les Anglais. Alors, comment obtenir des chats GPT ce que nous voulons? Comment obtenir l'intelligence artificielle ce que nous voulons? Parce que les intelligences artificielles sont construites pour comprendre le langage humain, pour comprendre le contexte des communications. Mais une fois que vous sortez du contexte, l'intelligence artificielle ne sera plus à mesure de vous donner une réponse qui peut vous être convenable. Donc, c'est en ce sens qu'il faut peut-être parler de complémentarité, appliquer, faire des tâches répétitives, par exemple la rédaction, par exemple l'automatisation des tâches aujourd'hui. Tout ça là, il revient aux hommes de s'adapter à l'évolution du temps. Je disais, toutes les grandes entreprises qui ne se sont pas adaptées dans le temps ont tous fini par disparaître. Par exemple, Encarta n'avait pas vu, pour les gens, nous qui avons commencé nos recherches, sur nos recherches informatiques avec Encarta, il y avait une base de données qui est là. Tu mets des mots dessus, tu mets des mots-clés, tu fais des recherches. Mais à ce moment-là, Encarta n'avait jamais vu venir l'Internet. Mais aujourd'hui, l'Internet est venu. On ne parle plus d'Encarta, n'est-ce pas? Et Google aussi a régné pendant un très bon moment donné, mais sans jamais penser un jour qu'on allait avoir un autre moteur de recherche plus sollicité que Google. D'accord? Donc aujourd'hui, il y a les moteurs de recherche. À côté des moteurs de recherche, il y a des moteurs de raisonnement alimentés par l'intelligence artificielle. Donc, c'est par exemple la même chose qui est arrivée à Kodak. Kodak qui était le leader de l'industrie de l'audiovisuel à travers la production des caméras et autres là. Donc, il revient aux humains de s'adapter et de se mettre à jour. Vivront mieux demain ceux qui vont accepter maintenant l'intelligence artificielle comme un élément intégrant de notre vie et réfléchir à comment les mettre au centre de leur activité pour ne pas qu'un jour qu'on dise on peut se passer de notre rédacteur web, on peut se passer de notre infographe, on peut se passer de notre vidéaste, en quelque sorte. Il faut adapter l'intelligence artificielle à votre domaine de travail. C'est de la même manière qu'on peut collaborer. Donc parlons de complémentarité et non d'alternative. D'accord. Alors, justement, en parlant de complémentarité, vous qui êtes expert dans le domaine de la communication, comment aujourd'hui des jeunes nous regardent qui évoluent dans ce domaine-là? Aujourd'hui, comment pouvez-vous leur expliquer d'une manière très simple un processus qu'ils peuvent utiliser pour implémenter cela dans leur vie et effectivement en bénéficier? Donc, dans le domaine spécifique de la communication. Oui. Comment introduire l'IA dans le domaine de la communication? Dans ce cas, il faut prendre la routine. Qu'est-ce qu'un communicant fait? Quelle est la journée type d'un communicant? Quand il se lève de chez lui pour aller au boulot, qu'est-ce qu'il fait tous les jours? D'accord? Les communicants est appelé à prendre des photos, à enregistrer des vidéos, n'est-ce pas? Est-ce que l'IA peut intervenir à ce niveau? Tu te poses la question.
À quel moment on peut donner sa caméra à l'intelligence artificielle de faire un petit tour dans la salle pour prendre des photos, pour faire les réglages de la caméra? Pour le moment, c'est quasiment impossible. Je ne parle pas pour demain. L'IA ne peut pas faire ça. Alors, ça c'est parti. Une autre activité d'un communicant dans la journée. Je dois rédiger un article. Je viens de découvrir un événement, il faut que je rédige un article institutionnel rapidement. À quel moment est-ce que l'IA peut intervenir dans ce domaine? Oui, bien sûr, parce que l'IA peut me permettre de corriger, l'IA peut me montrer les exemples d'articles institutionnels, l'IA peut reformuler mes phrases. Voici. Et à quel IA spécifiquement j'identifie l'intelligence artificielle liée à cette activité spécifique. Ça, c'est une autre activité. Donc, ça veut dire que dans mon travail de rédaction d'articles et de contenu, je peux faire appel à l'intelligence artificielle à ce niveau. Qu'est-ce qui me reste encore à faire? Est-ce que je n'ai pas de site web à gérer? Je n'ai pas de réseaux sociaux à faire ceci, à faire ceci? Est-ce qu'il y a une intelligence artificielle qui peut me permettre de reproduire les visuels? Aujourd'hui, on a vu à travers un simple texte, l'intelligence artificielle générer aujourd'hui des éléments graphiques, des visuels qui auraient pris beaucoup plus de temps à un calligraphe, à un graphiste, n'est-ce pas, par rapport à ça. Donc, c'est en ce sens-là. On pense aux tâches les plus répétitives et surtout, il faut penser aux tâches dématérialisées. Toutes les activités qui sont dématérialisées, c'est là où l'intelligence artificielle intervient. Pour le moment, l'intelligence artificielle n'est pas dans le monde manuel, ne peut pas sortir pour exécuter des travaux dans la vie réelle. Même si aujourd'hui, il y a, bien sûr, dans les grandes industries, il y a des robots qui essayent de faire des tâches de routine, dotés d'une certaine intelligence, mais on n'est pas arrivé à un certain niveau où l'intelligence artificielle est libéralisée dans le monde physique, dans le monde réel. D'accord? Donc, c'est en ce sens qu'un communicant peut dire, voici les pans de mon activité sur lesquels l'intelligence artificielle peut m'aider. Mais cela ne veut pas dire que vous devez être essentiellement l'IA. Il faut toujours avoir une vision humaine. Il faut humaniser ce que les intelligences artificielles proposent comme une réponse, parce que elles ne sont que les intelligences artificielles qui peuvent avoir des erreurs aussi dans les réponses. Donc, si l'humain n'est pas à mesure de lire les propositions que l'IA lui a faites pour comprendre les limites et réajuster afin d'obtenir les résultats qu'il souhaite, ça veut dire que cet humain n'est pas encore capable d'utiliser l'intelligence artificielle. Parce qu'une fois de plus, jusqu'à présent, l'intelligence artificielle est là pour faire des propositions. D'accord? Et non pas des impositions. L'intelligence artificielle vous fait des propositions. Et c'est à vous d'être mature, c'est à vous de prendre distance de cette proposition pour voir voici ce qui est bon pour moi, voici ce qui n'est pas bon pour moi. Pour le moment, l'intelligence artificielle n'est pas arrivée à un niveau de jugement. Et ce jugement-là est réservé aux êtres humains. Donc, si je comprends bien, selon vous, il faut déjà avoir les capacités derrière pour pouvoir avoir une certaine performance à lui. Bien sûr. Qu'on veut utiliser. Parce que pour mieux arbitrer, il faut comprendre les règles du jeu. Exactement. Si vous ne comprenez pas les règles du jeu, vous ne pouvez pas faire un bon arbitrage. C'est en ce sens que pour comprendre l'intelligence artificielle, pour mieux utiliser l'intelligence artificielle, il faut d'abord connaître l'intelligence artificielle, la connaître dans ses limites, la connaître dans ses possibilités les plus poussées. Et maintenant, vous pouvez, afin d'humaniser le travail, afin de personnaliser ce qu'elle vous propose comme résultat de recherche. Personnaliser, super important. Oui. Donc là, en parlant de limites, j'aimerais bien qu'on revienne sur ça. Quelles sont les limites de l'intelligence artificielle? Les limites de l'intelligence artificielle. Les premières limites, ça commence à partir d'où? Je vous ai dit au début de l'interview que l'intelligence artificielle vit des données. Alors, tant vaut les données, tant vaut les qualités. Dites-moi avec quelles données vous avez entraîné cette intelligence artificielle. Je vous dirai quelle que vous avez comme intelligence artificielle. Donc, intelligence artificielle n'est intelligente qu'à partir de ces données. Et ces données sont produites par des humains. Alors, qu'est-ce qu'il peut y avoir comme limite en matière de fourniture d'informations par l'intelligence artificielle? Si les données d'entraînement contiennent des erreurs, c'est ce qu'on appelle des biais algorithmiques, alors il n'y a aucun moyen pour que ces erreurs-là ne se retrouvent pas dans la réponse de l'intelligence artificielle.
Prenons l'exemple sur Suno, par exemple. Suno.com, c'est une intelligence artificielle qui génère de la musique. Vous allez dire, par exemple, avec un petit script, faites-moi une chanson pop sur telle thématique, il va faire ça, n'est-ce pas? Donc, l'intelligence artificielle va, après votre requête, va essayer d'apprendre, de comprendre d'abord votre question, comprendre le contexte, la description que vous avez donnée et essayer de reproduire une musique que vous avez décrite. Mais attention, pour que cette intelligence artificielle vous donne la musique que vous voulez, il va falloir que, auparavant, qui est dans sa base de données où elle tire des leçons, que ces données-là soient existantes d'abord, parce qu'elle n'ira pas ailleurs pour chercher des éléments d'information. Alors, pourquoi je prends cet exemple-là? Parce que tout simplement, si les données ne sont pas riches, si les données que les humains produisent mettent encore des inégalités, des discriminations, il n'y a pas moyen que l'IA ne soit pas limitée par rapport à ça. Par exemple, on demande à l'intelligence artificielle de trier les CV, d'identifier des personnes, on lui propose des portraits des personnes pour faire un tri, pour mettre des personnes honnêtes par-ci, des personnes malhonnêtes par-ci, de l'autre côté. Ça veut dire que dans le temps, quelqu'un lui a dit, quelqu'un a écrit quelque part dans la donnée, voici les types de personnes qui sont telles, voici les types de personnes qui sont telles. Et l'intelligence artificielle se base sur ces enseignements pour reproduire maintenant, pour donner des réponses. Alors, si dans la base d'entraînement, il y a des erreurs, l'intelligence artificielle va reprendre ces erreurs. Ça, c'est les premières limites d'abord. Pour le moment, c'est ce que nous avons. Deuxième limite, c'est quoi? C'est l'aspect émotionnel. Les intelligences artificielles ne peuvent pas ressentir de l'émotion. Et les intelligences artificielles, à travers les mots-clés, par exemple, jusqu'à présent, l'intelligence artificielle ne comprend pas totalement le langage humain, le contexte humain. Par exemple, on peut dire à l'intelligence artificielle, on a vu l'algorithme de Facebook, par exemple, qui bloque souvent quand vous faites un post, quand vous faites une publication, quand vous faites partager une photo, même si c'est une blague. L'algorithme de Facebook prend cette blague au sérieux pour dire que vous avez tenu des propos qui ne sont pas alignés avec nos valeurs, les valeurs de notre communauté. Par conséquent, vous allez voir votre compte restreint, n'est-ce pas? Alors, si pourtant, vous n'avez pas, à la base, vous n'étiez pas motivé d'une mauvaise intention, vous avez dit des mots qui se disent tous les jours, ça ne représente aucune menace, mais le fait que le mot, par exemple, je t'ai fait un cadeau, tu dis, ah oh non, tu m'as vraiment tué aujourd'hui, je suis très content. Le fait d'utiliser le mot tuer, l'intelligence artificielle pense que c'est au premier sens. Par conséquent, elle prend une décision qui n'est pas forcément à prendre, n'est-ce pas? Donc ça, ce sont des limites. Donc c'est en quelque sorte la connaissance du contexte. Ça, ce sont des limites. Donc les limites au niveau des biais algorithmiques, des limites au niveau de l'émotion, parce que les intelligences artificielles ne peuvent pas ressentir des émotions, des limites au niveau de discernement. Les intelligences artificielles n'ont pas la capacité de discernement pour voir voici ce qui est bon, voici ce qui n'est pas bon. Les IA, pour le moment, ne sont limitées qu'à partir de leurs données. Donc voici en quelque sorte des limites de l'intelligence artificielle. Et toutes ces limites-là font la qualité de l'intelligence humaine, n'est-ce pas? Donc, de l'autre côté, les limites de l'intelligence artificielle, de l'autre côté, les qualités de l'intelligence humaine. Je vous ai dit tout à l'heure que l'intelligence artificielle peut ne pas comprendre le contexte et faire des sanctions. Lui-même peut comprendre le contexte, n'est-ce pas? L'intelligence artificielle ne ressent pas d'émotions. Lui-même peut ressentir des émotions. L'intelligence artificielle ne fait pas le discernement. Lui-même peut faire le discernement. Donc, toutes ces limites-là, en quelque sorte, sont des acquis pour le moment, pour des humains que nous sommes. Merci beaucoup. C'est super qu'on soit dans ce contexte-là parce que là, on va soulever un enjeu majeur, c'est-à-dire notre place en tant qu'Africains dans cette course-là. Parce que là, c'est une révolution actuellement qui se passe, c'est au niveau mondial. Maintenant, notre place, vous avez parlé de base de données. Ne serait-ce que juste avec Google, sur le moteur de recherche. Parfois, lorsqu'on cherche, disons, femmes qui portent du noir, d'accord? On va vous amener une blanche qui porte une robe noire. Ça m'est arrivé. Une blanche qui porte une robe noire. Femme noire, alors que vous avez dit femme noire qui porte... Ça, c'est le moteur de recherche Google. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle est au niveau open source. Donc, elle a accès à des données beaucoup plus larges, c'est clair.
mais même ces données beaucoup plus larges. C'est là l'enjeu majeur, parce qu'aujourd'hui, les personnes qui sont majoritaires au niveau du contrôle de cela, qui ont une acquisition de cet outil-là, c'est en majorité les personnes de l'Occident, on est défavorisé sur cet aspect-là. Une simple recherche vraiment banale, on va te sortir quelque chose d'erroné parce que c'est des modèles qui ont été vraiment entraînés par rapport à une société spécifique. Maintenant, notre place d'Africain dans tout ça. Effectivement. Où en sommes-nous en termes d'évolution? La fameuse question, l'Afrique. Cette question va toujours revenir. Alors, le premier défi que nous avons d'abord, c'est la création de contenus. Mais vous savez, l'intelligence artificielle n'est que ce que l'humain a voulu qu'elle soit. Il n'y a pas de débat dessus. L'intelligence artificielle n'est que ce que l'humain a voulu qu'elle soit. Parce que tout simplement, l'intelligence artificielle apprend des humains. L'intelligence artificielle tire ses ressources des humains. Ce que l'humain n'a pas proposé, l'intelligence artificielle ne peut pas comprendre cela. Alors, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a des biais par rapport à l'exemple que vous avez donné? Aujourd'hui, quand on dit une belle femme, automatiquement, on pense à quelle catégorie de femmes? Peut-être une belle femme au sens occidental des mots. C'est ce qui est le plus dominant. Ce sont elles qu'on voit dans les cinémas, ce sont elles qu'on voit sur les panneaux publicitaires, ce sont elles qu'on voit dans les émissions, à la télé tous les jours. On finit par accepter que pour être une femme, c'est ça. Exemple, quand on dit compétition Miss Guinée, par exemple, pour ne pas aller très loin, quelles sont les catégories de femmes qui défilent? Ce sont exactement les mêmes catégories de femmes idéalisées par le système occidental, qui pensent que pour être belle, il faut forcément être une skinny. Il faut forcément être ceci, il faut forcément être cela. Ce qui fait que des femmes qui ont d'autres formes sont un peu complexées par rapport à ça. Et l'intelligence artificielle aussi tire de cette réalité. Parce que ce sont les informations de tous les jours. Tous les jours. Comme, dites seulement à l'intelligence artificielle de vous générer une belle femme. Tout court. La photo qu'elle va vous générer, c'est toujours une femme à l'allure occidentale. C'est toujours comme ça. Alors, quelle est la place de l'Afrique dans une telle situation? D'abord, il faut miser sur les données. Parce que les données, une fois de plus, c'est le cœur de l'intelligence artificielle. Accepter de produire beaucoup de données qualifiantes. Beaucoup de données qui nous valorisent. Beaucoup de données qui racontent notre histoire. Beaucoup de données. Il ne faut pas minimiser des publications que vous faites sur Facebook. Tout ça là, l'intelligence artificielle tire de tout ça. Mais vous voyez par exemple des petites blagues. On dit par exemple, voici comment quand un enfant tombe, une maman européenne, voici comment une maman européenne réagit. On voit souvent des blagues comme ça. On voit une femme qui prend l'enfant, il est en train de le chouchouter. Maman africaine, on voit tout de suite la maman qui est en train de brutaliser les bébés. Et on publie ça sur Internet. L'intelligence artificielle va dire que voici comment les femmes africaines traitent les bébés, voici comment les femmes occidentales traitent les bébés. Il n'y a pas de différence par rapport à ça. Donc, plus on crée des blagues par rapport à ça, ces blagues-là, les intelligences artificielles les prennent au sérieux. Pour nous, c'est des blagues. C'est pour cela qu'il faut orienter vers la création de contenus de qualité, des contenus qui nous valorisent, des contenus qui nous humanisent, des contenus qui ne nous animalisent pas. N'est-ce pas, comme on a l'habitude de le faire? Tout ce qui est négatif, on dit voici ça, voici ça, voici ça, voici ça. Donc, si vous faites du positif tous les jours, l'intelligence artificielle va apprendre de cela. Mais très malheureusement, pour le moment, quand on dit quels sont les influenceurs africains, on va vous présenter les influenceurs africains, les 10 influenceurs africains les plus influents d'ailleurs. Vous allez les constater, il y aura pas les 10 premiers, il n'y aura pas de scientifiques, n'est-ce pas? Il y aura pas de créateurs de contenu basés sur nos valeurs, mais vous allez avoir des chanteurs, vous allez avoir des comédiens, des gens qui racontent des... Je n'ai rien contre ces métiers-là, mais c'est pour vous dire qu'à quel discours on est décrit comme des gens qui sont dans la distraction. Alors, le premier défi, c'est au niveau de la création des données qui nous met au centre, qui nous valorise, qui nous porte de la vraie valeur. Ça, c'est création de contenu. Deuxième défi, c'est quoi? C'est
la réinvention de nos écoles. Il faut repenser nos écoles, nos systèmes d'enseignement. Moi, je vous le disais tout à l'heure en off que j'ai eu mon tout premier ordinateur quand je faisais l'université 3e année. C'est-à-dire, j'ai touché pour la première fois à l'ordinateur à ça, pour dire que voici mon ordinateur, l'ouvrir, le comprendre, c'est à partir de l'université 3e année. Alors, combien de jeunes arrivent à finir les études sans même toucher un outil numérique? Et comment on peut parler des défis par rapport à ça? Donc, les défis, c'est à ce niveau. Il faut faire en sorte que les enfants, dès bas âge, grandissent avec l'univers numérique, l'univers technologique. Parce que qu'on le veuille ou pas aujourd'hui, le monde est numérique, le monde est technologique. Soit on s'embarque ou on ne s'embarque pas. Mais ce n'est pas optionnel, mais c'est une obligation. Donc, mettre les enfants, faire en sorte que le terrain soit fertile au développement d'une génération d'Africains connectés, interconnectés et orientés vers les valeurs africaines. Donc, ça se joue dans nos écoles, ça se joue dans la création des données et ça se joue aussi dans dans notre vie de tous les jours. Insérez les. Sinon, une fois de plus, l'intelligence artificielle ne va pas arrêter de nous discriminer. Et ce n'est pas de la discrimination, c'est parce que tout simplement, l'intelligence artificielle ne connaît rien de nous. Si l'intelligence artificielle ne connaît rien de vous, l'intelligence artificielle ne va pas inventer des informations sur vous. Elle va se contenter de ce qu'on lui a donné de vous. C'est aux humains, on te dit, il ne faut pas me prendre pour ce que les gens disent sur moi. Non, tu peux dire, non, ils m'ont diffamé, il ne faut pas les écouter, les gens là ne m'aiment pas. C'est l'humain qui peut faire ce discernement pour dire qu'il ne faut pas me juger en fonction de ce que les gens disent sur moi. Même l'humain a du mal. N'est-ce pas? Même l'humain a du mal. On explique à l'humain, telle personne est méchante, telle personne est comme ça. Et l'humain peut rapidement prendre un argent comptant. Mais il y a des humains quand même qui arrivent à faire le discernement. Non, même si vous me dites ça, je vais l'observer, je vais lui donner une seconde chance. Mais l'intelligence artificielle ne donne pas de seconde chance. Vous dites à l'intelligence artificielle, telle personne est comme ça, l'intelligence artificielle va noter comme ça et va perpétuer cet enseignement à des générations. On va se retrouver, si on ne crée pas des contenus qui nous mettent en valeur, on va se retrouver avec des intelligences artificielles qui ne peuvent pas répondre aux questions sur notre culture. D'accord? Vous demandez à l'intelligence artificielle comment faire la sauce tombeau. L'intelligence artificielle ne va pas vous donner la réponse. Mais comment faire la pizza? Tout de suite, il va vous donner des trucs parce que toutes les données sont entraînées, ils sont là. Mais il y a quel créateur de contenu sur nous qui va décrire la façon dont on peut préparer la sauce tombogi pour que quand on demande à l'intelligence artificielle comment on crée tombogi, pour que l'intelligence artificielle puisse nous donner ça. Super pertinent. Voilà. Moi, là, je suis épatée dans le sens où un élément super important, c'est de revoir comment on raconte encore notre histoire. Voilà. C'est quelque chose qui va revenir sur la table toujours. Et tant qu'on ne va pas vraiment avoir une conscience réelle là-dessus, on est en retard et on va rester en retard. Donc ça, c'est un point super important parce qu'aujourd'hui, effectivement, l'intelligence artificielle a accès à nos données, les données de manière globale. Donc tout cela, revoir notre manière de vraiment communiquer notre personne, c'est essentiel. Oui. Là, l'aspect, même les simples blagues là, oui, là, donc, c'est essentiel en fait que c'est des aspects minimes qu'on va vraiment pas prendre au sérieux, mais encore une fois, ça montre à quel point... Qui pèse très lourd. Exactement. Là, maintenant, c'est comme si en fait, on a une troisième personne qui écoute. Voilà. Là, il y a une troisième personne qui écoute. C'est pas le blanc qui est en train de discriminer avec, ou l'Occident qui vous discrimine avec ça. C'est vous-même. C'est là, on a une troisième personne qui écoute. En plus des blancs qui vont voir ce qu'on raconte de nous, de l'Occident qui va voir comment on est en train de faire notre narrative à nous-mêmes. Et maintenant, l'intelligence artificielle également, qui va prendre témoin. Ok, c'est comme ça qu'on se définit. Bah, c'est ce qu'on est. Et surtout, que les données sont collectées aujourd'hui tous les jours, permanemment. Et c'est important de parler de cela, comment l'intelligence artificielle arrive à collecter les données. Aujourd'hui, il y a les smartphones qui s'invitent jusqu'au dernier retranchement des humains. Les smartphones même est devenu aujourd'hui les prolongements de nos mains parce qu'on peut oublier son argent sans se rappeler jusqu'à arriver à destination. Mais dès qu'on laisse le téléphone à la maison, tout de suite, on se rappelle. Alors que les téléphones collectent permanemment nos données. Donc, ce que nous disons tout au long de la journée, les téléphones les captent.
Pour savoir cela, il faut juste dire un mot-clé pour qu'il détecte. C'est là qu'on a dit, OK, Google, dit Siri, on a parlé de ceci, de cela. Donc, les données sont collectées. Les contenus que nous mettons sur l'Internet, les articles que nous lisons, les cookies sont là pour collecter. Tout ça, là, c'est les données. Donc, faisons en sorte que nous donnions de tous les jours soit des contenus qui nous valorisent. Parce que l'intelligence artificielle, c'est le contenu. On ne peut pas aller au-delà de ça. Le monde actuellement est orienté vers la création de contenus. Mais quel type de contenu devons-nous créer pour que nous soyons mieux valorisés dans les résultats des recherches? Si nous ne créons pas de contenu, les autres ne les feront pas à notre place. Donc, de manière très fondamentale, on revient à la discussion qu'on était en train d'avoir en off. Déjà, le travail de base, il doit être là. Il doit être là, Voilà. C'est-à-dire se connaître. Donc, Se ce connaître, qu'on est oui. déjà, mettre cela en valeur et l'amplifier. Donc, Parfait. le digital, c'est vraiment un amplificateur. Le numérique, c'est un amplificateur sur tous les réseaux sociaux. Amplifier ce qu'on est de manière positive. Parce qu'en vrai, beaucoup de choses qu'on est en train de divulguer sur nous-mêmes, parfois c'est des conceptions qui nous ont été données de nous. Donc vraiment repartir sur la source, être confiant sur ce qu'on est. Moi, c'est ce que je comprends de cette discussion. Et même, vous avez pris l'exemple sur l'éducation des enfants, comment un enfant apprend. Alors, même dans le développement de nos enfants, très malheureusement, ces complexes-là se transmettent de génération en génération. Tu donnes un bonbon à un enfant de 1 an, il va te dire à la reste gafoteta qu'il fasse ce que tu as en Occident. D'accord? Ton enfant est plus simple, il est plus modéré dans ses comportements. Tu dis, ah, lui, c'est un blanc. N'est-ce pas? Ton enfant joue très bien, il dit, ah, lui, c'est un blanc. Ah, il est belle comme une blanche. Il est beau comme un blanc. Tu vois un peu? Donc, les superlatifs les plus aboutis les accordés. Et pourquoi pas l'intelligence artificielle ne va pas prendre ça? Je vous ai dit, l'intelligence artificielle se confond de nos quotidiens de tous les jours. L'IA n'invente pas une fois de plus. L'IA se nourrit des humains. Telle donnée, telle IA. Telle donnée d'entraînement, telle intelligence artificielle. L'IA ne va pas aller au-delà de l'intelligence des données qu'on lui enseigne. Donc, si nous les humains, les inégalités persistent parce que les informations qu'on donne entre nous, les intelligences artificielles vont les capter et va aussi continuer à les perpétuer. Voilà. Merci beaucoup. C'était très bien dans ce sens-là. Donc, à part cela, quand même, j'aimerais bien qu'on revienne aussi un peu sur les secteurs, les secteurs porteurs. Okay. C'est-à-dire, demain, disons, en termes d'opportunités même. Oui. En quoi est-ce que nous, on peut utiliser dans le secteur de l'agriculture, de la santé, de l'éducation, communication, si vous voulez, tout, comment on peut utiliser cela, l'intelligence artificielle, pour aller plus vite? Parce que vous savez, on a déjà un très grand retard. En tant qu'Africains, on est déjà très en retard. Maintenant, aujourd'hui, on a déjà fait un constat. On le sait où on en est. Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui, nous, pour vraiment bien s'aligner? Donc, sur ces différents secteurs-là. Surtout l'agriculture. Moi, je trouve que c'est très dommage. Chez nous, c'est des secteurs qu'on n'est pas vraiment en train de mettre en valeur au niveau de la jeunesse. On est tous passionnés des tech, moi la première et tout. Mais est-ce que je ne peux pas utiliser la tech pour renforcer ce côté-là et aller et améliorer mon quotidien déjà? Oui. Adapter l'intelligence artificielle, une fois de plus, je le disais, à l'entame que l'intelligence artificielle pour le moment est limitée dans certaines interventions. Par exemple, sortir du monde physique, faire des actions. Mais aujourd'hui, ça va très bien parce que aujourd'hui, il y a des drones. Il y a des drones agricoles. C'est en ce sens, je vais souligner un peu le travail que fait Tulip Industries de Muntaga Keita, qui fait un excellent boulot dans ce sens, qui crée des machines, des drones à usage agricole qui arrivent. Donc, que ce soit l'agricole et l'agriculture, que ce soit un autre domaine, c'est que c'est quoi? Il faut voir. Déjà, aujourd'hui, l'agriculture est mécanisée, n'est-ce pas? Donc, on ne va plus inventer la roue. On ne fait que comment faire en sorte que la production soit accélérée, multipliée. Allez, on a poussé des stades manuels. Maintenant, l'affaire, c'est l'agriculture, c'est mécanisé. Donc, pour que nous soyons au centre de l'intelligence artificielle, dans un premier temps, ça doit commencer par nos écoles. La première personne à prendre ses responsabilités, c'est l'État. D'accord? Parce que nous sommes tous, l'État est le père de tout le monde. Donc c'est l'État en tant que bon père de famille qui doit prendre ses décisions.
Mais très malheureusement, pour le moment, nos gouvernements ne sont pas orientés vers ce secteur. Aujourd'hui, il faut saluer, par exemple, Nimba Hub, qui est en train de faire un très bon boulot, qui est en train de faire en sorte que les jeunes puissent rêver grand, n'est-ce pas? Tu trouves des jeunes, tout le monde occupé à avancer des solutions, à développer des applications, à suivre des formations pour se qualifier. C'est un grand pas. Mais à la place de Nimba, j'aimerais bien voir l'État qui donne un exemple. Ce n'est pas aux particuliers, aux individus de donner des bons exemples. Tant mieux si les individus donnent des bons exemples, il n'y a pas de problème. Mais l'État peut aussi, ne serait-ce que booster la vision de ces individus-là qui portent ces secteurs-là. Mais très malheureusement, nos écoles encore, même nos écoles qui sont appelées instituts supérieurs de haute technologie, ne sont pas à jour par rapport à certaines choses. Je vois récemment qu'on a célébré en toute pompe l'invention, la fabrication de toutes premières machines made in Guinée. Je me demande bien si c'est vraiment de l'invention, parce qu'on ne peut plus inventer l'ordinateur. L'ordinateur a été déjà inventé, on ne peut plus inventer. J'ai vu les jeunes étudiants dans ces instituts qui se glorifient d'avoir fabriqué les panneaux de signalisation, mais on n'est plus à ce niveau. Il faut qu'on se réveille là. Donc il faut créer des vrais centres de formation qui sont à jour, adaptés aux besoins du moment, faire appel aux spécialistes, faire appel aux experts, développer les médias, donner la parole aux gens qui peuvent donner des orientations. Tout n'est pas que politique, tout n'est pas que musique, tout n'est pas que la danse. Il y a aussi d'autres secteurs sur lesquels l'État peut s'arrêter. Aujourd'hui, on parle de la souveraineté numérique. Jusqu'où on va aller? Les États, on a vu que le meilleur développement, c'est celui qui est centré sur l'humain. Les mines ne peuvent pas développer. N'est-ce pas? Il faut travailler il faut investir sur les humains. Ce sont les humains qui peuvent faire la plupart des entreprises qui fournissent de l'argent aujourd'hui reposent sur les solutions liées un peu au cerveau, sur le capital humain, n'est-ce pas? Mais si par exemple j'ai mon entreprise qui ne vit essentiellement que des matières premières, s'il n'y a pas de matières premières, l'entreprise va s'arrêter un jour. Mais si mon entreprise fonctionne sur la base des connaissances dématérialisées, l'entreprise va vivre tant que vivra cette intelligence qui la dirige. Donc il faut que, en quelque sorte, que l'État prenne ses responsabilités, que les parents prennent des responsabilités. Ça se voit très bien. La plupart des jeunes qui s'illustrent aujourd'hui dans ces domaines, ce sont les jeunes qui ont investi sur eux-mêmes à un moment donné, qui ont dit à un moment donné, écoute, l'école m'a proposé jusqu'ici, mais bien sûr, si je m'arrête là, c'est pas bon. Il faut que je m'ouvre d'autres océans, d'autres univers pour être utile aujourd'hui. Donc, c'est en ce sens qu'il faut saluer ces jeunes-là. Mais combien de jeunes peuvent prendre telle décision? C'est en ce sens que l'État doit s'activer pour qu'un très grand nombre de jeunes soient conscients des dangers de notre monde actuel, qui n'est rien d'autre que la technologie. Merci. Donc là, je pense qu'on a touché beaucoup de points essentiels. J'aimerais bien avoir une réflexion personnelle de votre côté sur tout cela. Par exemple, disons, aujourd'hui, on a plein de jeunes qui nous suivent. Quel est votre conseil à vous par rapport à l'intelligence artificielle, par rapport à leur carrière? Donc, quel est le message que vous donnez à ces jeunes-là? Les conseils que je donne à ces jeunes, il faut apprendre. Il ne faut jamais faire l'erreur de dire j'ai fini les études après votre licence ou bien après votre master. C'est très prétentieux d'entendre quelqu'un dire j'ai fini les études. On ne peut jamais finir les études. On ne peut que finir un cycle donné. Mais les études, c'est un phénomène de tous les jours. C'est quelque chose de tous les jours. Donc, se mettre à jour, ça, c'est le premier conseil, se mettre à jour. Une fois de plus, toutes les personnes qui n'ont pas pensé à se mettre à jour, aujourd'hui, n'existent plus sur le terrain. On a aujourd'hui des docteurs qui sont périmés, des docteurs qu'on ne consulte plus. Quand je parle de docteurs, ce n'est pas des médecins. Je parle des gens qui ont des doctorats dans les domaines divers. Si vous avez les doctorats classiques, aujourd'hui, vous n'avez rien à dire sur une table où les jeunes s'asseyent pour parler de l'intelligence artificielle. Ce n'est pas parce que vous n'êtes pas docteur. Oui, vous êtes docteur, mais vous êtes docteur de votre époque.
n'est-ce pas? Donc, c'est mettre à jour continuellement pour que vous continuez à vivre. Tous ceux qui ne sont pas mis à jour ont fini par disparaître. Ça, c'est une loi universelle. Ça n'échappe personne. Il n'y a pas de connaissance statique. La connaissance, on l'entretient. Soit on l'entretient tous les jours pour la développer, ou on ne l'entretient pas, on va la voir tomber, s'affaisser. Donc, les niveaux standards, les niveaux statiques n'existent pas. Le niveau a besoin de toujours s'améliorer. N'ayez jamais la prétention d'être au paroxysme de votre savoir, d'être au sommet de votre savoir. Il faut apprendre tous les jours, encore et encore. Parce que si vous avez votre doctorat en 2024, en 2025, il y aura d'autres docteurs beaucoup plus actualisés. Pour que vous puissiez continuer à parler, il faut que vous soyez capable de vous adapter en fonction de votre évolution, parce que l'homme n'est que le fruit de son temps. Merci. Moi, je le prends directement. Merci. Est-ce que vous avez des projets liés à l'intelligence artificielle pour la jeunesse guinéenne? Pour le moment, spécifiquement, je n'ai pas de projet proprement dit, mais j'ai une très grande ouverture à parler, à travailler avec toutes les personnes qui sont orientées dans ce sens. C'est pour cela que j'ai des mains très ouvertes, très tendues à Nimba Hub et à n'importe quelle entreprise qui s'active dans le domaine. Pour le moment, comme je n'ai pas un super pouvoir pour embarquer tout le monde, je continue à créer des petits contenus de tous les jours pour influencer des gens qui sont dans ma petite parcelle digitale. Un peu trop humble, hein, parce que moi j'ai vu le nombre d'abonnés. Dans ma petite parcelle numérique. Donc j'essaie de faire tous les jours, quelle que soit mon occupation, je fais en sorte de trouver au moins un contenu par semaine à partager. Et je m'arrange à ce que chaque contenu soit un élément d'inspiration pour des gens qui me lisent, pour des gens qui me regardent. Parce que le point d'arrivée est très loin. Donc, c'est un travail de tous les jours. Le travail le plus difficile, c'est le réveil des consciences endormies. Quand une conscience est endormie, c'est très difficile de la réveiller. Et pour la réveiller, il faut la caresser tous les jours sans jamais se fatiguer. Et c'est ce travail-là que nous faisons tous les jours en ligne, à travers la présence digitale, la présence numérique, faire en sorte que qu'on ne soit pas alignés au très grand mouvement de distraction. Parce qu'aujourd'hui, ce sont eux qui dominent le monde, ceux qui savent distraire les gens. Nous, on veut donner de la matière à penser aux gens. Et c'est très difficile quand on a une ligne éditoriale qui vise à éveiller les gens, qui vise à sensibiliser, qui vise à éduquer, qui vise à éduquer, à former, à transformer. On va avoir beaucoup plus de mal à grandir que quelqu'un qui vise à distraire. Un comédien qui crée sa page tout de suite, dans les moins d'un mois, il peut avoir 100 000 abonnés. Mais nous qui sommes dans la stratégie de création de matière à penser, on peine à avoir les 100 000 abonnés. Ça se comprend, mais on ne va pas se décourager pour dire écoutez, comme la logique ne marche pas, on va aller sur l'illogique. Non, on va être focus dessus pour qu'un grand nombre soit éveillé, afin que ce nombre puisse influencer des générations et des générations, parce qu'on n'a que ça comme mission, comme notre vie. Merci beaucoup, monsieur. Je vous en prie. Monsieur Bangoura, demain, si quelqu'un parmi notre audience, si quelqu'un souhaite vous retrouver, où est-ce qu'il peut vous retrouver? J'ai un hashtag très bizarre. Mon hashtag, c'est Mamaragouri. Mamaragouri. Ça s'écrit comment? Hashtag MAMAKHOURI. Ça, c'est mon hashtag. Pour retrouver tous mes contenus que j'ai créés depuis plus de 10 ans. Ça, c'est pour me différencier des autres Ousmane Bangoura. Parce que Ousmane Bangoura, on peut en avoir plusieurs. Si vous mettez ça dans la barre de recherche, plusieurs personnes peuvent sortir. Alors, je suis présent sur YouTube où je mets des contenus inspirants. Tous les contenus que j'ai créés sont fondés sur nos valeurs. Les musiques que nous écoutons, les débats que nous alimentons, des histoires qui ont nourri notre enfance, tous mes contenus sont liés à cela. À cela, Ousmane Bangoura YouTube, Ousmane Bangoura Twitter, Ousmane Bangoura LinkedIn, Ousmane Bangoura Facebook. Et si vous êtes confus, mettez tout simplement mon hashtag et vous allez voir. Et votre hashtag, est-ce qu'il a une définition? Ça veut dire quoi?
Ah oui, c'est un peu péjoratif. Ça veut dire en chouchou, quelqu'un qui a grandi avec sa grand-mère. Peut-être les peu diront Nedipati. C'est Donc, ça trop veut dire mignon. quelqu'un qui a grandi avec sa grand-mère. C'est ce qui veut dire Mamalaouli. C'est un nom qui est un peu plus large parce que on donne aux gens qui ont reçu, vous savez, l'éducation des grand-mères, c'est toujours de la souplesse, la caresse, la tendresse. Par finir, la personne finit par être dépendante émotionnellement. La personne ne peut rien faire d'elle-même parce que tout simplement, la grand-mère l'a gâtée entre griffes. Alors, pourquoi pas des grand-mères aussi qui peuvent donner l'exemple d'éducation comme celle que moi j'ai reçue? C'est pour cela que je dis, je signe toujours Mamalaouli pour qu'on dise que, mais comment un Mamalaouli peut être intelligent, mais comment un Mamalaouli peut être influenceur, comment un Mamalaouli peut faire des analyses pertinentes comme quelqu'un qui a grandi avec un père sévère. Comment. Mais, mais justement, là encore, toujours la manière dont on se représente. Parce que là, la grand-mère qui élève peut-être cet enfant avec souplesse, c'est un enfant qui va être plus créatif. Très souvent dans les familles, on le Oui, voit, bien sûr. les derniers à qui on donne plus Bien sûr. d'indépendance, à qui on force le moins, c'est les plus créatifs. Hein. Oui, bien sûr. Donc, Mais malheureusement, le modèle de l'éducation répandu, c'est ça, on les persévère. On dit je persévère parce que j'ai un père sévère. Ils disent qu'il faut pas frapper, faut pas trop sourire avec un enfant. Hein. Il faut le frapper quand il fait les choses. Il faut être violent, Tu sais, la violence est normalisée dans notre façon d'éduquer les enfants. Ce qui fait dire que quand un enfant fait quelque chose, on le met, on tape bien ses fesses. Et puis voilà, l'enfant va avoir maintenant, il va plus le faire ceci, il va plus le faire ceci. Donc, il faut faire le mariage entre la souplesse et la dureté dans l'éducation. Donc, c'est une telle éducation que moi j'ai reçue. Beaucoup de tendresse, beaucoup d'amour, beaucoup d'humour surtout. Et voilà, c'est pour ça que je m'appelle. D'où la créativité aujourd'hui. D'où la créativité aujourd'hui. Voilà. Et quand je dis Mamalaouli, les gens me disent ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Mais j'explique toujours, c'est ce que ça veut dire. Mamalaouli, maman, ça veut dire grand-mère. Houri, ça veut dire éducation, quelqu'un qui a éduqué, quelqu'un qui a reçu l'éducation de sa grand-mère comme moi, et un gros villageois comme moi. Voilà. Pas sûr de ça, par contre. Merci beaucoup, Monsieur Bangura. Surtout authentique. Plaisir de vous. C'est un très grand plaisir pour moi de partager cet instant. C'est un très beau moment et je pense que vous avez déconstruit beaucoup d'aspects que j'avais. C'est un plaisir. Du sujet. Donc, merci énormément du temps. Je vous en prie. Merci si ça a à refaire, je vais refaire 1000 fois. Même côté technique, il nous a aidé, M. Bangura. Donc, son expertise, elle nous couvre entièrement. Merci énormément. C'est un plaisir. Et effectivement, par rapport à notre audience, encore une fois, je souhaite vous dire que maintenant, on est présent sur YouTube. Vous pouvez nous retrouver sur Nimba Hub, sur YouTube également, en plus de le griot digital qu'on a sur Spotify. C'est bien Nimba Hub ou bien on a mis griot digital encore? D'accord. Griot digital. Donc, merci énormément de nous avoir écoutés. À très bientôt pour un prochain épisode. Merci.